Le 20h sur Espace TV, bienvenue à tous dans ce condensé de l'actualité. Voici le sommaire de cette édition. Le corps électoral guinéen s'élève à plus de 5 millions d'électeurs avec la région de Kankan en tête, soit 22% du corps électoral devant la capitale Conakry. Les données du fichier électoral après son épuration par la CENI, chiffre contesté par l'opposition. Et puis le ministre de la Jeunesse, Mamadou Mokhtar Diallo, a procédé à la remise des équipements, selon dit, d'une valeur d'1,2 milliard de francs guinéens aux différentes maisons de jeunes à Conakry, un appui pour encourager les jeunes à la formation en entrepreneuriat. Du 18 octobre prochain, la CENI a dévoilé ce lundi, lors d'une rencontre avec le comité interparti, les données du fichier électoral. Après son épuration, le corps électoral guinéen s'élève à plus de 5 millions d'électeurs, avec la région de Kankan en tête, soit 22% du corps électoral, devant la capitale Conakry, 19%. Ces chiffres sont contestés par l'opposition qui accuse la CENI de favoriser les fiefs du pouvoir. Explication, Mamadou Diallo. Aboubakar Din Kamara. La Commission électorale nationale indépendante, lors d'une rencontre ce lundi avec le comité interparti, a fait le point sur les données du fichier électoral. Selon l'organe de gestion des élections, le corps électoral guinéen s'élève à 5 410 089 électeurs après l'assainissement du document. La région de Kankan arrive en tête avec 1 173 421 électeurs, soit 22% du corps électoral. Suivi de la capitale Conakry, 1 016 848 électeurs, soit 19%. La région de l'Abbé, 424 832 électeurs, soit 8%. Pour la CENI, ces nouvelles statistiques représentent une refonte du fichier électoral. Les recommandations de l'audit du fichier en 2018 qui a souhaité que tous les électeurs s'inscrivent à nouveau, donc repassent devant les machines pour soit compléter les données ou confirmer sa présence dans le fichier. Donc c'est comme si, sans le dire, nous venons de faire la refonte du fichier électoral guinéen. Ces chiffres publiés par la CENI sont contestés par une frange de l'opposition. Aliou Condé, vice-président de l'UFDG, ne comprend pas l'augmentation exponentielle du corps électoral en Haute-Guinée, contrairement à d'autres régions du pays. Vous avez le cas de Mandiana, qui se trouve aujourd'hui à 203 731 électeurs. Alors qu'en 2010, on est parti avec Mandiana avec 84 367 électeurs. Donc en 10 ans, vous avez Mandiana qui progresse de 141,50%. Il faut qu'on nous dise d'où viennent les électeurs là. Du côté de la mouvance, on trouve bien une explication à l'augmentation du corps électoral. Vous savez, c'est l'habitude de l'UFDG. Vous avez vu, personne n'a triché pour que les femmes deviennent 53% sur le fichier électoral. Ça veut dire que les femmes sont sorties massivement pour se faire recenser. Plus de 26 000 présumés mineurs et 212 532 cas de doublons ont été radiés du fichier électoral après son épuration. L'opération de distribution des cartes d'électeurs débute ce 18 septembre. Et après la phase d'établissement des listes électorales, suivra celle de la distribution des cartes d'électeurs. Le vice-président de l'UFDG parle de violation du code électoral révisé. On écoute Aliou Condé au micro de Mamadou Diallo et Aboubakar Din Kamara. Nous sommes aujourd'hui à 35 jours des élections. La loi guinéenne est claire. Lorsque le fichier, on a fini de le travailler, il doit être affiché pour que tous les Guinéens voient s'ils sont dedans ou s'ils ne sont pas dedans. Qu'ils constatent s'il y a des erreurs et qu'on leur donne le temps de rectifier les erreurs. Mais on nous appelle aujourd'hui pour nous présenter le fichier en même temps l'émission des cartes d'électeurs. C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez émettre des cartes d'électeurs alors que les Guinéens n'ont même pas vu d'abord s'ils sont dedans ou s'ils ne sont pas dedans? S'il y a des erreurs ou il n'y a pas des erreurs. C'est ça qui nous oppose à la CENI, cette façon de faire.
Des propos recueillis par Mamadou Boui Diallo. L'Union démocratique de Guinée, UDG, de Mamadou Sylla ne participera pas aux élections présidentielles de 2020. L'annonce a été faite mardi dernier par le bureau national du parti. Et ce samedi, il était face à ses militants pour les informer des raisons qui l'ont poussé à renoncer à sa candidature. Il leur a demandé de se ressaisir pour l'instant. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Keke Bangora y était suivi. Devant ses militants, Mamadou Sylla explique les raisons de sa non-participation aux élections du 18 octobre prochain. C'était notre devoir de réunir toutes les structures résidant à Conakry pour les informer et cette décision, certes difficile, mais quand même, on a quand même pris la décision de ne pas aller aux élections. Il y a n'est-ce pas, chacun de vous a reçu à l'époque, tous les militants n'étaient pas là ce jour. Il fallait qu'on réunisse les militants ce jour pour leur restituer la décision qui a été prise mardi. Depuis environ 2 ans, l'actualité guinéenne est dominée par le projet de 3e mandat pour le professeur Alpha Condé. Mamadou Sylla, dans sa déclaration, se réfère au double scrutin du 22 mars 2020. Des élections soldées par des manifestations au bilan déplorable. Mamadou Sylla craint que le même scénario ne se répète. Implanter notre parti, parce qu'il n'y a pas que seule l'élection qui a en vue. Bientôt, il y a le communal qui va commencer, ainsi de suite. Donc, un grand parti comme IDG, c'est pourquoi on reste en contact avec nos bases à tous les niveaux. Cette décision à ne pas participer aux élections est conforme aux principes du parti. Je vous l'annonçais, c'est fait. Le ministre de la Jeunesse, Mamadou Mokhtar Diallo, a procédé à la remise des équipements, selon dit, d'une valeur d'1,2 milliard de francs guinéens aux différentes maisons de jeunes à Conakry. Et cette remise s'inscrit dans le cadre de la formation des jeunes à l'entrepreneuriat dans les différentes maisons et foyers de jeunes à Conakry et à l'intérieur du pays. Aminata Huil Souba, Amar Alexila pour le reportage. C'est un don composé de matériel informatique, bureautique et dictatique qui a été offert aux responsables des maisons de jeunes des 33 préfectures du pays par le ministre de la Jeunesse. C'est un geste qui vise à redorer l'image des maisons des jeunes de la Guinée afin de faciliter l'épanouissement et le bonheur des jeunes. Que nous ne voulons plus de simples bâtiments mobilisant des jeunes pour des activités uniquement festives. Nous voulons que ces maisons des jeunes deviennent de véritables cadres, l'épanouissement et le bonheur des jeunes de Guinée sur l'ensemble du pays. Pour Mamadou Mokhtar Diallo, cette remise marque le début d'une série de gestes en faveur des jeunes de Guinée. Il compte à poursuivre ses actions sur toute l'étendue du territoire guinéen. L'acquisition de ces équipements est d'une valeur d'1,2 milliard de nos francs et ce sont notamment 33 bureaux avec le tout, 66 armoires de bureaux métalliques avec 2 portes-bâtards, de 33 fauteuils de bureaux dossiers bas, de 3300 chaises plastiques, de 33 chaises visiteurs, de 33 tableaux d'affichage, de 33 calculatrices, de 33 stabilisateurs de tension, de 33 kits de sonorisation, de 33 ordinateurs portables, des laptops, de 33 imprimantes laser noir-blanc, de 33 vidéoprojecteurs. Nous serons très rigoureux sur l'usage qui sera fait de ces équipements. Le représentant du BOSEJ explique l'importance de cette remise. Pour lui, ce don est d'une importance capitale, surtout pour les jeunes. Donc c'est eux qui vont se charger prochainement de démultiplier la formation en entrepreneuriat auprès des jeunes à l'intérieur du pays.
Certes, les maisons des jeunes bénéficient des dons. Cependant, il faut rappeler que plusieurs maisons et foyers des jeunes manquent sérieusement de moyens. Elles sont fortement dégradées à travers le pays. Éducation dans ce journal, les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été rendus publics le 12 septembre dernier avec un taux d'admission de 35,59%. Ces taux jugés faibles et diversement analysés par les encadreurs de l'éducation et les syndicalistes. Bernard Koundouno et Ibrahima Souri Kamara pour les détails. 35,59%, c'est le taux d'admission au brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national cette année. À la différence de l'année dernière avec un taux de 41,10%, il y a eu une légère baisse de taux d'admission à cet examen. Une situation diversement analysée par cet encadreur. Cette responsabilité est située à tous les niveaux. Les parents d'élèves, le gouvernement et ça se situe comme ça. Donc chacun de nous, tous les acteurs du système éducatif ont une part de responsabilité. Responsabilité des parents, élèves, encadreurs. L'État est le plus pointé du doigt par ce responsable syndical qui, selon lui, cet échec est dû aux multiples mouvements de grève que connaît le secteur. Il y a eu ici la démission des parents d'élèves dans l'éducation des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous avons fait quelques mois sans venir à l'école. Un autre facteur que signale cet encadreur, c'est le retrait du fouet dans l'éducation des enfants par les autorités éducatives du pays. Il y a des enfants, simple regard peut les éduquer. Il y a d'autres, quand on gronde sur eux, ça peut les éduquer. Il y a d'autres aussi, quand on les punit, ça les éduque. Mais il y a d'autres, il faut passer, n'est-ce pas, par le fouet. Moi, je pense que enlever le fouet dans le système éducatif, c'est une trahison. Derrière son petit commerce, cette mère de famille se réjouit de l'admission de son enfant au BEPC. Un résultat que mérite bien son enfant, soutient-elle. Pendant que les classes étaient fermées, lui, il révisait. Aujourd'hui, je remercie Dieu, il est admis. Pour inverser la tendance, cet encadreur recommande. Il faut que nous nous retournions derrière et que nous respectons nos mœurs, nos coutumes, la façon dont nous avons appris avec nos aînés. Il ne faudrait pas qu'on trahisse nos enfants. Nous partons à l'intérieur du pays. Sonia est un petit village de Bouramaya, véritable grenier pour Tanene et périphérique. Sonia éprouve un manque considérable d'infrastructures. Les habitants se plaignent surtout de la vétusté de leur route qui rend difficile le transport de leurs récoltes pour les localités voisines. Mohamed Amaro Kamara commente les images d'Alseni Kamara. Les pépinières en main, direction son champ de riz. Djenab doit parcourir des kilomètres et parfois sous un soleil de plomb. Cet exercice tellement pénible, elle le fait chaque jour depuis maintenant plusieurs années. Son souci est loin d'être ce marais qu'elle piétine désespérément au quotidien, mais cette route raide accidentogène que tout le village pratique. C'est un véritable problème pour joindre nos champs. À la récolte, c'est encore le même scénario. Nous sommes contraints de transporter nos récoltes sur la tête pour regagner le marché. Pour aider les agriculteurs à transporter leurs récoltes, Ousmane et ses copains ont pensé au tricycle. Cela paraît facile, et même eux aussi sont éprouvés par l'état extrêmement défectueux de la route. Nous avons souffert, oui, de cette route. Nos motos ne peuvent pas faire tout le parcours. Parfois, nous sommes obligés de faire descendre nos passagers pour franchir les endroits critiques. Sonia est un faubourg niché dans la localité de Bouramaya. Il manque de tout. Pas d'école, pas de centre de santé et en raison de la défectuosité de la route, l'accès aux structures de santé des districts voisins reste pour les femmes enceintes surtout leur plus grande hantise. Les femmes enceintes, quand elles commencent leur travail, souffrent énormément. Ce n'est pas du tout facile de rallier Kodeya ou Tanene avec l'état de la route. Certaines femmes ont accouché dans mon salon. Après l'accouchement, je coupe le cordon ombilical et prépare la nourrice
avant son évacuation au centre-ville pour plus de soins. Sonia est un des plus importants greniers de la sous-préfecture de Tanene. Ses habitants, depuis toujours, sont sur le qui-vive et ils ne comptent seulement que sur les autorités gouvernementales pour sortir de cet état de précarité. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne était ce lundi l'invité exceptionnel de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace. Dans ce talk show, Guillaume Kibafouri Soro est revenu sur l'actualité sociopolitique de son pays. Malik Sangiana Kamara pour le décryptage. Ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, après avoir travaillé pendant plusieurs années avec Alassane Ouattara, a décidé de quitter le navire de la mouvance présidentielle. Les motifs de ce divorce, d'après Guillaume Soro, se justifient par le fait que le chef de l'État ivoirien avait des prétentions pour briguer un troisième mandat. Quand M. Ouattara, à partir de 2016-2017, a commencé à se laisser aller au champ des zélateurs qui voulaient qu'il fasse un troisième mandat, j'ai commencé à prendre mes gardes, à être sur mes gardes, parce que ce n'est pas ça que nous avions convenu. Exilé politique, Guillaume dirige une formation politique qui s'appelle Génération et Peuple Solidaire GPS. Optimiste pour le combat qu'il mène dans le cadre de l'instauration d'une réelle démocratie en Côte d'Ivoire, l'ex-chef rebelle n'entend pas baisser les bras. Est-ce que vous pensez que de l'extérieur, vous pouvez y arriver? Je suis en exil, c'est vrai. La réalité est que mon avion qui devrait atterrir à Abidjan n'a pu ce jour-là. J'ai été contraint dès lors d'être en exil. Convaincu que je rentrerai dans mon pays. Sans hésitation, Guillaume promet qu'il rentrerait très bientôt chez lui en Côte d'Ivoire pour participer à l'élection présidentielle et la gagner, selon les règles démocratiques. Pour lui, pour qu'il y ait un état de droit, il faut cependant une justice équitable et indépendante. La banque panafricaine Ecobank et l'agence de promotion des investissements privés APIP ont signé une convention le mercredi dernier à Ecobank en présence de 5 représentants de chaque partie. L'objectif vise à accompagner l'APIP dans son projet APIP Mobile qui est la décentralisation du processus de création d'entreprises pour l'intensification de l'économie guinéenne. Compte rendu d'Ina Bangora et Aboubakar Din Kamara. Cette convention entre Ecobank et la PIP vise à accompagner les petites et moyennes entreprises. À travers cette convention, les deux partenaires entendent créer les conditions favorables pour le bien-être des travailleurs. Donc on a trouvé opportun d'accompagner la PIP dans ce projet d'APIP mobile, c'est-à-dire quoi? La décentralisation de la création des sociétés, d'une part, mais également un partenariat avec les institutions financières pour pouvoir bancariser ces entreprises qui étaient nouvellement créées. Mais pas seulement les bancariser, pouvoir les accompagner, leur mettre à disposition un financement pour que ces entreprises puissent créer de la valeur. Ecobank a pour ambition d'atteindre 75 millions de dollars d'ici 2021 pour matérialiser son projet avec l'agence de promotion des investissements privés. Alors je disais tantôt qu'à ce jour, à peu près, quand on regarde le secteur PME-PMI, nous, Ecobank, avons financé à peu près pour 30 millions de dollars en équivalent franc guinéen. Ce montant n'est pas à la hauteur de nos ambitions et nous avions pour ambition sur 2020 et 2021 de le doubler. L'objectif pour nous sur l'année prochaine, 2021, est d'arriver à peu près à un financement à hauteur de 75 millions de dollars. Le directeur général de l'APIP est satisfait de ce partenariat. Pour lui, sa collaboration avec Ecobank intensifiera davantage la survie des PME. Donc, je me réjouis vraiment de la signature de cette convention. Je me rappelle quand je suis arrivé l'année dernière, nous n'avons pas réellement une structure dédiée à l'accompagnement dans la durée. On créait des entreprises, 10 500 entreprises dans l'année et ça s'arrêtait là. Et le taux de mortalité, il y a une étude que nous avons lancée cette année sur le taux de mortalité des entreprises dans notre pays
Et le taux de mortalité est autour de 75%, comme il l'a rappelé. Ces deux institutions entendent aider les entreprises à avoir un fonds de déroulement, de fonctionnement et apporter des solutions digitales innovantes afin de faciliter l'inclusion économique et financière. On va retrouver cette édition sur Espace TV Guinée.info. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h avec Moussa Moussila. Bonne soirée.